mourir. Voilà les amis. Alors nous commençons par la dette intérieure, la dette cachée. Comment un pays peut être endetté sans que personne ne le voie? La bonne question. Imagine un pays où les dettes ne passent ni par la banque centrale, ni par les ministères des Finances, ni par la Banque mondiale. Un pays où tu peux créer une dette sans emprunter de l'argent. Tu peux creuser un trou financier sans signature du FMI et tu peux faire disparaître des milliards sans laisser de traces dans les rapports officiels. C'est exactement ce qui s'est passé en RDC. La naissance du système de dette intérieure cachée. Nous allons en parler. Ça ne vous dit rien? Probablement, certainement parce que ce sont des sujets qu'on aborde rarement et d'ailleurs qu'on n'aborde pas. Mais croyez-moi que ça a son importance. Vous serez complètement rassasiés ce soir. Qu'est-ce qu'une dette intérieure cachée? C'est quoi? Une dette intérieure cachée, c'est simple. L'État doit de l'argent à quelqu'un à l'intérieur du pays. Donc, de dettes internes ou de dettes intérieures. Mais une dette intérieure cachée, c'est plus dangereux. Pourquoi c'est plus dangereux? C'est plus dangereux pourquoi? C'est une dette créée volontairement en secret hors du système officiel. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'elle n'apparaît pas dans les rapports de la Banque centrale. Cette dette n'apparaît pas dans les rapports du FMI, le Fonds monétaire international. Elle n'apparaît pas du tout dans le budget annuel. Cette dette, elle ne peut atteindre et elle peut atteindre des milliards sans que le peuple ne soit au courant. Alors, c'est quoi le mécanisme pour évidemment matérialiser cette dette cachée, pour que ça soit palpé? Le mécanisme, le système, on appelle ça les bons. Ce sont des bons. Voici comment ça fonctionnait, étape par étape, comment cela se faisait sans que personne ne s'en rende compte. Étape 1, puisqu'il y en a 4 ou 5 étapes. Un ministre ou un DG crée un bon. Il faut bien me suivre. On crée un bon. Un bon, c'est un simple feuille de papier signé par un directeur général, donc le DG, il le signe. Ou un ministre peut le signer également. Ces papiers, c'est bon dit, l'État s'engage à payer 10 milliards de dollars à l'entreprise X pour livraison des carburants, par exemple. Même si la livraison n'a jamais eu lieu, ok? Même si la livraison n'a jamais eu lieu. Et donc, nous comprenons que la deuxième étape, l'entreprise va à la banque avec les bons. Elle présente les papiers. La banque dit, si l'État promet de payer, nous avançons alors l'argent. La banque paye immédiatement 1 million, 5 millions, 10 millions et parfois 20 millions. Étape 3, l'État n'est même pas au courant. Les ministères des Finances découvrent des mois plus tard qu'on lui réclame des dizaines de millions alors qu'aucune marchandise n'a été livrée. C'est pour cela qu'on appelle ça dette intérieure cachée. Alors, qui organise ça? Ce système a été mis en place par des ministres, des directeurs généraux, des comptables et des banquiers complices. Matata Ponyo, comme ministre puis Premier ministre, a évidemment perfectionné le système. Le système a explosé entre 2010 et 2018. Mais il existait déjà sous Kabila père
entre 2001 et 2006, et même plus faiblement sous Mobutu à la fin du régime. Mais le système a explosé, a battu les records sous la supervision du Matata Ponyo, qui a commencé à mettre ça en place entre 2010 et 2018. Alors, les carburants, c'est la mère de toutes les dettes intérieures. Les carburants, quand vous entendez, nous avons subventionné les carburants, vous payez à la pompe les carburants pas trop cher, c'est grâce à l'État, etc. Mais c'est un système, la mère, l'origine, la genèse de dettes intérieures. Pourquoi les carburants? Parce que c'est consommé tous les jours. Personne ne vérifie combien de litres entrent réellement tous les jours. Les entreprises des fournitures sont opaques et les montants sont énormes. Un seul importateur peut recevoir 200 millions par an. Alors, certains proches du pouvoir ont créé des entreprises écrans. Elles n'importent aucun carburant, mais elles obtiennent des bons. Vous avez compris, les bons. Les bons qui seront présentés à la banque et la banque paye. Alors que ces entreprises créées par des proches du président ou par des ministres eux-mêmes, ces entreprises n'importent pas du carburant. Mais avec seul bon, ces bons donnent accès à l'argent et la banque paye. C'est du vol organisé tout simplement, mais sous forme d'accord administratif. Alors, pourquoi les banques acceptent ça? Ou, dans le passé, pourquoi les banques acceptaient ça? Parce que les banques savent une chose. L'État paye toujours tôt ou tard. Même après 2 ans, même après 3 ans, l'État finit toujours et toujours par payer. Donc, elles avançaient l'argent tout en sachant que l'État remboursera par les impôts, d'accord? La banque prenne 12% ou 15% d'intérêt, les DG empochent leur commission. En réalité, c'est un business, pas un service public. Alors, pourquoi personne n'est vérifié? Parce qu'il faut quand même vérifier qu'est-ce qu'on a apporté, est-ce que l'essence a été livrée ou pas. La question c'est, il y avait un trou noir, personne n'est vérifié. La question c'est pourquoi on ne vérifie pas? Parce qu'il y a tant d'argent qui sortent, parce que tout le monde avait intérêt de se taire. Le DG gagnait sa commission, le ministre gagnait sa commission, l'entreprise écran qui reçoit les bons ne vendait rien, mais encaissait l'argent, la banque gagnait en intérêt et les hauts cadres recevaient des enveloppes. C'est pourquoi tu vois des DG qui ont des villas à Dubaï, mais n'ont jamais construit un seul bâtiment public, ni payé correctement les employés. Mais pourquoi cette dette n'était pas dans les rapports du FMI? Pourquoi ça ne se voit pas? Parce que le FMI ne surveille que la dette extérieure officielle, les emprunts internationaux, les crédits signés avec des États ou institutions internationales. Tout ce qui se passe à l'intérieur, en interne du pays, ne fait pas partie de les radars. Et donc, on pouvait créer de dettes de 6 milliards sans que le FMI ne voie quelque chose. On pouvait ruiner la RDC en interne sans que ça soit considéré comme dette officielle parce que ça passe sous les radars. Alors, pourquoi ça continue encore en 2025? Parce que le système est enraciné, c'est incrusté, c'est le sang et l'eau dans les corps. Les banques locales aiment les intérêts. La justice ne condamne personne. Et pourquoi les ministres actuels viennent des gouvernements précédents? Parce que
beaucoup de ces ministres actuels ont été trempés dans ces combines. Et donc, ils connaissent le système et ils prolongent évidemment le système. C'est une mafia héritée du régime passé. Alors, comment Félix se retrouve coincé alors, si ça ne peut pas changer? Donc, il est coincé alors, Félix. Quand Félix arrive en 2019, il découvre des factures impayées depuis 2010. Je vous ai parlé des bons, j'espère que vous me suivez. Vous recevez un bon, vous allez à la banque, en interne, banque commerciale, la banque vous donne de l'argent, le trésor public n'est pas informé. Et donc, ça s'accumule, et tôt ou tard, les banques viennent réclamer leur argent au niveau du trésor. Donc, en 2019, il découvre des factures impayées depuis 2010. Il découvre des bons jamais enregistrés. Il découvre des dettes intérieures fabriquées. Il découvre des engagements secrets signés par des anciens ministres. Et il doit payer pour que le pays ne tombe pas en faillite bancaire. Donc, même s'il n'a pas créé cette dette, il doit les assumer pour éviter l'effondrement du système. Alors, par conséquence, ou la conséquence finale, voici une vérité, la dette intérieure cachée a détruit la RDC plus que la dette extérieure. Ah bon? Oui, on va l'expliquer. La dette intérieure cachée a détruit la RDC plus que la dette extérieure. Parce qu'elle échappe au contrôle. Cette dette, elle enrichit une élite. Elle appauvrit l'État. Elle bloque toutes les réformes. Cette dette intérieure, cette dette cachée, elle empêche l'investissement public. Chers amis, ce qui a détruit la RDC, ce n'est pas seulement la dette extérieure. C'est le système de dette intérieure cachée, un réseau où un bon signé par un DG devient un prêt à la banque. Même sans livraison réelle, les carburants, la farine, l'huile, le maïs, tout a été utilisé pour créer des fausses dettes. Les banques payaient, les DG prenaient la commission et l'État s'est retrouvé avec des milliards d'aérés invisibles. Ce système hérité de l'époque Kabila, perfectionné sous Matata Ponyo, a plongé le pays dans un gouffre financier que Félix tente aujourd'hui d'assainir. Ça, c'est un élément. Les amis, la question c'est comment le DG pouvait signer des bons sans qu'il y ait un contrôle? C'est comme si la signature de DG, c'était l'autorisation de l'État. La question c'est pourquoi personne ne contrôle les DG en question? Alors, officiellement, qui contrôle les DG? Parce qu'ils ont un pouvoir quand même assez grand, assez énorme. La réponse est le ministère du portefeuille. C'est lui qui représente l'État actionnaire. Le ministère du portefeuille représente l'État actionnaire. Il nomme le DG, il révoque le DG, demande des rapports, signe les lettres de mission. Sur papier, c'est lui le boss. Deuxième élément, les conseils d'administration. Chaque entreprise publique possède un conseil d'administration, le président du conseil d'administration, l'administrateur, les représentants de l'État, et les conseils d'administration doivent valider le budget. Ce n'est pas les DG seuls, mais c'est les conseils qui décident, lui étant la tête, doivent valider les contrats, surveiller les DG, contrôler l'exécution. Et l'inspecteur général des finances, le IGF, elle peut auditer, suspendre le paiement, détecter les détournements, bloquer les faux bons. La Cour des comptes, elle, vérifie l'utilisation de l'argent public, les dépenses des entreprises publiques, mais en réalité, qui contrôle le DG? La vérité est brutale. Ce qui est normal, c'est ce que je viens de dire là. Mais la vérité est brute. Les DG ne dépendent pas du ministre. Ils dépendent des réseaux qui les ont placés.
Si c'est Caméré qui te place, tu rends compte à Caméré. Si c'est Bahati qui te place, tu rends compte à Bahati. Et donc, chers amis, ils dépendent des réseaux qui les ont placés. Ces réseaux ce sont les parrains politiques. Ce sont souvent les sénateurs, ça peut être un député fort, un ancien ministre, un général, un baron du régime précédent, un grand frère dans l'ombre, ou même un ancien président. Ce sont eux qui disent, voilà ton entreprise, tu vas signer mes marchés, tu vas me reverser ma part, le DG leur doit son poste, donc il exécute tout simplement. Et donc, vous avez aussi les partis politiques. Dans la coalition Kabila, puis dans l'Union sacrée, les entreprises publiques sont de récompenses politiques. Voilà pourquoi ils se disputent des portefeuilles au niveau des entreprises. Chacun veut avoir 3-4 entreprises à gérer. Donc, chaque parti exige un DG. Chaque parti politique, chaque coalition, il y a la coalition, on appelle ça comment, l'union sacrée de la nation. L'union sacrée, c'est l'union de plusieurs entités et chaque entité réclame une entreprise. Vous comprenez? Chaque entité réclame un DG, un PCA, président du conseil d'administration, les contrats, réclament les bons et réclament également les marchés. Un DG n'est plus un technicien, c'est un homme politique déguisé en gestionnaire. En troisième position, vous avez les ministres eux-mêmes. Le ministre a besoin d'argent pour son parti, d'argent pour ses campagnes, d'argent pour ses réseaux, d'argent pour ses opérations. Il utilise alors le DG comme distributeur d'argent, générateur de marché, signature facile. Les banques privées également, elles exercent une pression, notamment, donnez-nous vos bons, nous en avons besoin, nous allons vous avancer de l'argent, faites signer le bon par vos DG. Elles savent que le DG est corrompu, les banques savent que le ministre est complice, l'État finira tout simplement par payer. Les entrepreneurs et entreprises écrans, ce sont eux qui négocient aussi. Donne-moi un bon de 5 millions. Je te remettrai 500 000 $. Donne-moi le marché du carburant. Tu auras ta part. Donne-moi la sous-traitance. Je te reverse 10%. Et donc, ce sont eux qui entretiennent la mafia des DG. Alors, faut-il être un DG ou faut-il être un ministre pour voler? Quelle est la bonne place à choisir? Les deux volent bien évidemment, mais pas de la même manière. Vous avez le ministre prend les marchés ou prend les grands marchés. Les ministres imposent les fournisseurs, protègent les réseaux. Le ministre va couvrir le DG et prend sa commission sur les contrats. Les ministres orientent les grandes décisions. Et les rôles du DG, le DG signe les factures, il crée les bons qu'on va déposer à la banque et la banque paye sans discussion parce que la banque profite par les intérêts. Le DG certifie les livraisons, donne les marchés, organise les partages, monte des entreprises écrans, exécute les ordres, prend sa part directement. En d'autres termes, le ministre est le cerveau moteur, le cerveau politique, le DG et les bras techniques qui exécutent. Donc, sans le DG, pas de faux bons, parce que c'est le DG qui signe les bons, et sans ministre, pas de protection pour le DG. Donc, c'est un duo. Et pourquoi les DG ne sont jamais arrêtés alors? Question qu'on peut se poser. Vous avez entendu, quand on a voulu arrêter Zuma, les gens du PPRD ont dit, c'est lui qui va arrêter Zuma. Nous allons paralyser le pays. Zuma, c'est le DG anciennement du GECAMIN. Et donc, comprenez que quelle force M. Zuma avait autrefois.
Pourquoi les DG ne sont pas arrêtés? Parce qu'ils savent trop de choses. Ils peuvent parler. Et ils ont des parrains puissants, des ministres, etc. Ils financent les partis politiques. Ils financent des campagnes. Ils financent la famille politique. Ils partagent l'argent avec tout le monde. Et donc, un DG seul peut tomber, mais un DG protégé par un réseau ne tombera jamais. Le résultat est que les DG ne sont pas des gestionnaires, ce sont des caisses noires politiques, sans compétences, sans vision, sans formation, sans souci de service public. Ce n'est pas du tout les cadets de ces soucis. Mais ce DG est doté d'un pouvoir de signature qui peut ruiner tout un pays. Chers amis, la RDC, les directeurs généraux ne sont pas contrôlés par l'État. Officiellement, oui, mais en réalité, non. Ils répondent aux parrains politiques qui les ont placés. Les ministres leur donnent la ligne, les parrains leur donnent des ordres, l'entreprise écran leur propose la commission. Et la banque accepte les bons parce que la banque gagne en intérêt. Le DG signe, la banque paye, l'État rembourse. Dans ce système, le DG n'est pas un technicien, c'est les bras exécutifs d'une mafia financière héritée du passé. Deuxième niveau maintenant. La mafia des subventions. Comment l'État a été vidé de l'intérieur par un système inventé de l'époque de Matata Mponyo et perfectionné par les DG et les ministres. Ce chapitre est l'un des plus sensibles parce qu'il explique la racine financière du chaos, la flambée de prix, des carburants instables, des farines inaccessibles, des routes jamais finies, des alimentations ruineuses, État toujours fauché. La vérité est simple, cher ami. Le système de subventions que je vais vous expliquer, au lieu d'aider le peuple, a enrichi une mafia. Pourquoi les subventions existent? Ça, c'est la première des questions. Normalement, la subvention est une aide de l'État pour maintenir le prix du carburant bas, stabiliser le prix de la farine, soutenir les riz parce que nous importons tout, je ne vous apprends rien. Nous importons la totalité presque de ce que nous mangeons. Et donc, soutenir les riz, aider les ménages et protéger les plus pauvres. Dans un pays normal, l'État paye une partie du prix pour soulager à la pompe ou pour soulager les prix sur le marché. Dans un pays normal, les consommateurs payent moins. La vie devient supportable. Mais en RDC, ce système a été détourné pour devenir un puits à milliards. Une machine à créer de fausses dettes. Un empire total entre les mains de quelques personnes. Le génie diabolique du système de Matata Mponyo. Ce n'est pas une forme d'acharnement sur lui, mais nous sommes en train de dénoncer un système dont lui a été l'architecte, l'intelligence, le cerveau moteur étant un technocrate. Matata Mponyo, en tant que ministre des Finances, puis Premier ministre, a mis en place un système très intelligent, mais très dangereux. Il a créé les entreprises de sous-traitance pour la subvention. Il a mis en place les remboursements automatiques via les banques. Il a mis en place les bons de subvention et la libéralisation totale des importateurs. Ça a conduit à un phénomène historique. En d'autres termes, de dizaines d'entreprises se sont créées du jour au lendemain, sans camions, sans bateaux, sans entrepôts,
mais elle recevait des subventions. Une entreprise qui n'a pas de bureau, pas de personnel. Les mécanismes, c'est l'arnaque parfaite. Dans quel sens? Voici comment la mafia fonctionnait. Une entreprise écran se crée sans dépôt, sans stock, sans carburant, sans farine, sans activité réelle, mais avec un parrain politique. Quand on dit un parrain politique, ça peut être un ministre, un conseiller à la présidence, ça peut être n'importe qui, mais puissant. Les DG d'une entreprise publique signent un bon. Un exemple. L'entreprise X a livré 50 millions de litres de carburant. Le bon est signé. Même si la livraison n'a jamais eu lieu, aucun camion n'a bougé, aucun bateau n'a accosté, la banque paye parce qu'on vous présente un bon. Elle paye pourquoi? Parce qu'elle a le bon signé, alors elle paye 2 millions, 5 millions, 10 millions, l'État remboursera plus tard. Quand les trésors découvrent les dossiers, la dette est déjà là, la dette est déjà consommée, l'argent est déjà parti. Résultat est que l'entreprise écran qui a reçu le bon gagne, le DG gagne sa commission, le ministre gagne sa part, la banque gagne par les intérêts, l'État pleure et le peuple souffre. Qui recevait réellement les carburants? La vérité est que dans 80% des cas, les carburants n'étaient jamais livrés ou livrés en quantité très inférieure à celle facturée ou livrés sur papier seulement. Les vrais importateurs, les grands, étaient au moins 3 à 4. Vous avez CEP Congo, vous avez l'entreprise Kobil, Total de temps en temps, et quelques indépendants sérieux, mais les entreprises fictives, il y en avait plus de 150 qui prenaient de l'argent sans avoir livré quelque chose. Plus de 150 prenaient la majorité de l'argent. Alors, qui recevait les livraisons fictives? Parce qu'il faut connaître d'où, qui prend les carburants. Il faut qu'on soit cohérent, qu'on soit pédagogique. Les entreprises publiques, la SNEL, Régie des eaux, OVD, Office de route, le SCTP, les hôpitaux et l'armée. Les livraisons étaient reçues sur papier, pas en réalité. Les agents ne voyaient jamais rien arriver. Les stocks ne bougeaient absolument pas, mais sur facture, 50 millions de litres a été livré, alors qu'en réalité, rien n'a été livré. Le rôle clé des banques, beaucoup de banques étaient complices. Ils savaient que c'était du faux. Et il n'y avait pas de livraison, mais l'État rembourserait quand même parce que l'État rembourse toujours. Parce que les subventions sont considérées comme des dettes sûres. L'État doit payer, sinon on part au tribunal, sinon on pénalise. Donc, les banques ont prêté des centaines de millions de dollars sur base de faux bons. Pourquoi l'État ne vérifiait pas alors si les carburants, le riz, les farines, pourquoi il n'y avait pas un système, un dispositif pour vérifier si bel et bien ces choses étaient livrées? Parce que l'État lui-même était impliqué. Des conseillers de la présidence, des ministres, de DG, de chefs de division, des députés, des patrons d'entreprises publiques. Quand tout le monde mange, personne ne contrôle quoi que ce soit. Et donc, ce système existait-il sous Mobutu? La question se pose. La réponse est oui, mais à une échelle faible. Les subventions étaient très limitées et contrôlées. Les grands chaos commencent à partir entre 2003 avec la libération du marché. Mais le vrai boom commence réellement entre 2012 et 2018. L'entreprise de subvention devient une mafia nationale.
Pourquoi ce système a détruit l'économie? Parce que chaque dollar volé en fausse subvention, c'est moins d'écoles qui sont construites, moins d'hôpitaux, moins de routes, moins de salaires, plus d'inflation, plus de dettes intérieures, plus d'instabilité. Donc, les subventions ont vidé l'État de sa substance. Ce que Félix Tshisekedi a découvert en arrivant, il découvre des milliards de dettes internes. On ne parle pas de dettes externes. De milliards de dettes internes, des centaines d'entreprises fictives, des bons jamais payés, des ministres impliqués, des DG protégés, des banques qui réclament leur argent à l'État, un État incapable de dire non, sinon c'est la faillite bancaire. Donc il faut payer. C'est ce qui explique la crise financière de 2019-2021. Chers amis, la mafia de subventions en RDC, c'est le système qui a le plus appauvri le pays sous Matata Mponyo. La subvention est devenue un business, créer des entreprises écrans, signer de faux bons par le DG, aller à la banque et encaisser l'argent et laisser l'État rembourser plus tard. Le carburant, la farine, l'huile, les maïs qu'on importe, tous ou tout a été utilisé pour fabriquer de la dette. Un DG signe, la banque paye, l'entreprise écran disparaît dans la nature, la dette reste au peuple congolais. Ce système hérité du passé explique pourquoi l'État est toujours fauché et pourquoi Félix a dû faire face à des factures anciennes qui l'ont étouffé de 2019. Comment la privatisation a détruit Gécamine, SNEL, Onatra, Régie des eaux, Air Zahir et toute l'économie congolaise? Parce qu'il faut élaguer une ombre. Parce que beaucoup ont accusé Joseph Kabila d'avoir vendu les entreprises de l'État, d'avoir négligé le chemin de fer, d'avoir vendu Onatra, vendu les grandes entreprises parce que nous n'avions pas des éléments. Et malheureusement, la RDC, nos autorités ne nous informent de rien parce qu'ils sont impliqués dans cette mafia. Donc, comment révéler des choses dont eux-mêmes sont à l'origine? Comment la privatisation a détruit Gécamine, la SNEL, Onatra, Régie des eaux, Air Zahir et toute l'économie congolaise? C'est le chapitre que la plupart des Congolais n'ont jamais compris. Et pourtant, c'est la racine de toute notre pauvreté actuelle. Quand nous expliquons les choses, les gens auront peut-être l'impression que nous sommes en train de lever un voile historique. Quelque chose que tout Congolais devrait connaître. Comme quand il y a privatisation en Côte d'Ivoire, le peuple sait que là, on a privatisé nos entreprises. Quand il y a privatisation au Cameroun, l'État parle, et avec honte, bien entendu, parce que la privatisation revient à la malgestion. Vous avez mal géré, peut-être pas vous, mais vos prédécesseurs ont mal géré, donc on vient privatiser vos entreprises parce que vous êtes en incapacité de gérer. Et donc, malgré tout ça, d'autres peuples savent à quel moment leurs entreprises ont été privatisées. Mais la RDC, les Congolais ne savent absolument rien. Et comme on ne sait rien, et comme on se retrouve avec des routes qui ne fonctionnent pas, on se retrouve avec le port qui est visiblement nôtre, mais dans la pratique, ça appartient aux autres. Et donc, on laisse l'imagination fonctionner et on accuse les personnes qui sont là d'avoir vendu nos entreprises, alors que non. Comprenons une chose. À l'indépendance, les Congolais ne contrôlaient pas leur économie. On commence par là. Les entreprises étaient dirigées par le Belge, des expatriés, des techniciens étrangers. Mais malgré ça,
les Congos gagnaient énormément d'argent parce que la production était forte sous la supervision de Belges, les entreprises étaient efficaces, la vente de minéraux rapportait beaucoup d'argent, les équipements étaient entretenus. Les rails fonctionnaient, le port fonctionnait, les avions décollaient, les usines tournaient. Comment l'État gagnait concrètement l'argent pendant le règne de Mobutu? Par le système des 50-50. L'entreprise étrangère exploitée, le Belge, l'État prenait 50% de bénéfices, parfois 60%, et en plus, les taxes, les impôts, la redevance, les frais de passage au port, frais de transport pour le chemin de fer, exportation, c'est comme ça que les Zaïre étaient riches. C'est pour cela qu'on a connu le 1 dollar est égal à 2 Zaïre. La monnaie reflétait la force de l'économie réelle. Mais en 71, Mobutu zaïrianise, l'erreur qui va tuer toutes les entreprises congolaises. Mobutu chasse les expatriés, il prend des entreprises qui étaient bien gérées et les donne aux amis, aux cousins, aux militaires, aux courtisans, les donne à des gens qui ne savaient pas lire un bilan comptable. C'est le drame fondateur. Et d'un coup, tout va basculer. Les rails ne sont plus entretenus. Les ports se dégradent. Les avions d'Air Zaïre tombent en panne. Les mines produisent moins. On quitte de 500 000 kilos à 25 000 kilos. Les machines se cassent. Les routes disparaissent. Les usines ferment. Pourquoi? Parce que pas de compétences, pas d'expertise. Les gens volaient. Mobutu a offert l'économie du Congo à des gens qui n'avaient ni la formation, ni la vision, ni l'expertise. Et entre 75 et 90, quand tu casses une machine, la production baisse. Quand la production baisse, l'argent de l'État baisse. Quand l'argent baisse, tu vas vers la dette. FMI, c'est exactement ce qui s'est passé. La production minière était en chute. La Gécamine, qui rapportait des milliards, s'est effondrée. Le chemin de fer a été abandonné. La SNCC tombée en ruine. Les locomotives ne sont plus réparées. Les ports se dégradent. Onatra devient un cimetière de bateaux. Air Zaïre meurt lentement. Crise, corruption, dette, mauvaise gestion. Les routes disparaissent. Personne n'est reconstruit. Les matériaux sont volés. Résultat, l'État n'a plus d'argent. La monnaie s'effondre. La dette explose. Les pays s'appauvrissent. C'est la descente aux enfers économiques. Ça, c'est l'historique. En 2001, le FMI arrive. Vous avez détruit vos entreprises. Maintenant, privatisez. Quand Joseph Kabila arrive, le FMI dit « Votre État est en faillite, vous ne savez plus gérer vos entreprises, donc privatisez à 80%. Vous aurez 20%, les entreprises occidentales auront 80%. » Le FMI, c'est le Fonds monétaire international, la banque qui sauve les pays en faillite, mais impose des conditions dures. Il oblige alors la RDC à ouvrir les marchés aux étrangers, à vendre les entreprises, réduire les agents, donc licencier. Il y a eu plus de 50 000 licenciements, arrêter les subventions, laisser les multinationales gérer, transformer les entreprises publiques en joint venture. Joint venture, ça veut dire 80% au privé, 20% à l'État. Voilà pourquoi la Gécamine ne contrôle presque plus rien. La SNEL produit peu. Régie des eaux est en train de survivre. Air Zaïre disparu. Onatra devenu SCTP et en agonie. La SNCC n'a plus de rails. L'État ne gère plus rien. Les étrangers ne réparent pas parce que ce n'est plus leur rôle.
le pays reste bloqué parce que nous n'avons plus la mobilité comme du temps où les Belges géraient les entreprises. Pourquoi les étrangers n'ont pas entretenu comme avant 1971? Parce qu'ils réparaient les routes, ils réparaient les rails, ils entretenaient le port. Pourquoi ils ne le font plus? Parce qu'avant 1971, ils n'étaient pas entrepreneurs, ils étaient l'État colonial. Nous avions obtenu l'indépendance politique, mais l'indépendance financière, économique, nous ne l'avions pas. Donc, c'était entre leurs mains. Ils entretenaient les infrastructures parce que c'était leur système. Après 2001, ce sont des entrepreneurs privés. Leur objectif, faire du profit par la charité, maximiser l'argent par rénover les rails, produire juste assez, pas trop, réduire le coût, extraire le minerai rapidement et partir. Les routes, les rails, les ports, les bâtiments, ce n'est pas leur investissement principal. Donc, les rails restent cassés, pas réparés. Voilà pourquoi d'autres personnes ont dit que Moïse, comment encore celui-là? Moïse, l'ancien gouverneur. C'est quoi son nom, son prénom? Moïse Katumbi. Certaines personnes ont dit que Moïse Katumbi avait détruit les rails volontairement pour mettre en place la logistique et donc mettre ses camions à lui. Certaines personnes ont dit ça. Moïse a détruit les rails et il a mis ses camions pour transporter le minerai, pour faire sortir le minerai. Est-ce que c'est Moïse qui a détruit les rails? Posez-vous la question maintenant, après avoir compris tout ça. Chers amis, le Congo devient juste une mine à ciel ouvert. Comment Félix se retrouve coincé? Félix hérite des entreprises privatisées, des infrastructures détruites, de dettes intérieures énormes. Vous avez compris la provenance de ces dettes. De dettes commerciales héritées de Matata Pognon. Un État incapable d'investir. La mafia de subventions. Le système financier contrôlé par des clans. Et malgré ça, il doit payer les fonctionnaires, réhabiliter les routes, moderniser l'armée, stabiliser les francs congolais, relancer la diplomatie, négocier la traçabilité, affronter les 1-23, rassurer les investisseurs, moderniser les infrastructures. Il démarre avec presque zéro. Résumé, ici, la privatisation du Congo est les résultats de deux erreurs historiques. D'abord, Mobutu, qui a chassé les experts et donné l'économie à des incompétents. Ensuite, les institutions internationales qui ont imposé la vente des entreprises. Résultat, plus de rails, plus de ports modernes, plus de transports aériens, des entreprises étrangères qui exploitent sans reconstruire et un État trop faible pour investir. Félix hérite d'un pays où tout a été vendu, mais où rien n'a été reconstruit. Le défi aujourd'hui est immense. Reconstruire un État moderne alors que l'économie est encore entre les mains des privés. Pourquoi Kinshasa est devenue une ville chaotique? 4e chapitre. Les poubelles, inondations, urbanisme anarchique, routes détruites, embouteillage permanente. Pourquoi? Est-ce qu'on peut tenter d'apporter une réponse scientifique et une réponse rationnelle? Ce chapitre est extrêmement important parce qu'il touche la vie quotidienne des Congolais. Donc, ici aussi, la vérité va vous choquer. Je pense que ce soir, vous allez mal dormir. Vous allez faire des cauchemars. Il faut comprendre que Kinshasa n'est pas sale par hasard. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est plutôt un système. Un système que je veux expliquer point par point. Commençons d'abord avant 1990. Oui, il existait des entreprises de propriété avant 1990. Pendant le Zaïre, il y avait une entreprise publique de propriété, des camions de ramassage.
des points de collecte, des brigades de voirie, des équipes municipales, un service d'égout et de drainage. Kinshasa n'était pas parfaite, mais elle n'était pas dans ces chaos actuels. Pourquoi ça fonctionnait autrefois? Parce que l'État avait de l'argent, rappelez-vous, 50-50. Parce que les entreprises minières finançaient l'État. Parce que les embauches étaient sérieuses. Parce que les matériels venaient de Belgique. Parce que l'armée encadrait parfois certains travaux. Après la faillite du Zaïre, 90-2001, plus d'État, plus de budget, plus de voiries. Quand la Gécamine s'effondre, l'État perd 60% des revenus. C'est énorme. Vous avez 100 $, vous perdez 60 €, il vous reste plus que 40 € pour faire fonctionner l'État. Conséquence de cette perte des 60% du budget de l'État, plus d'entretien des égouts, plus de camions poubelles, plus de salaires pour les agents, plus de carburant pour les services, plus de matériel, plus de moyens techniques. La ville tombe en ruine. Kinshasa devient une ville abandonnée par l'État, gérée par elle-même. Alors pourquoi l'État n'a pas créé une nouvelle entreprise de propriété? Alors ça va vous choquer les amis. Parce que l'État savait qu'il ne pourrait pas contrôler les DG, le directeur général. L'État sait qu'on ne peut pas avoir un contrôle objectif sur le DG à l'époque. Si tu mets à la disposition du DG 50 camions poubelles, un garage, un budget annuel de 100 millions de $, des achats de carburant, de pièces détachées, des salaires, que va-t-il se passer à votre avis? Le DG va tout voler. Le DG va voler les camions. Le DG va voler les carburants. Le DG, les pièces vont être revendues, je ne sais pas où. Les chauffeurs seront fictifs. Les bons seront falsifiés. La banque va toujours payer. L'État va rembourser. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé dans d'autres entreprises publiques. Donc, tout le monde a peur de créer l'Office national des poubelles parce que ce serait un nouvel empire de détournement. Un nouvel ONATRA, version poubelle, un nouveau concert financier. C'est comme ici pour la création des cartes d'identité, j'en parlerai aussi. Plusieurs institutions veulent gérer la production de cartes d'identité. Parce que chaque institution, vous avez le ministère de l'Intérieur qui veut gérer la production, donc avoir ces marchés-là. Vous avez la CENI qui veut avoir ces marchés. Vous avez d'autres acteurs qui veulent avoir ces marchés. Au final, on se dispute pour avoir un marché et en définition, nous n'avons pas de carte d'identité. Parce que les gens veulent manger. On se dispute pour les cartes d'identité. Voilà pourquoi nous n'avons pas de cartes d'identité, parce qu'il y a des ministères qui se disputent d'avoir ces marchés ou d'avoir les contrôles pour la production des cartes d'identité. Les amis, pourtant, créer une entreprise nationale des propriétés ne coûte que 300 à 400 millions de $. Ça ne coûte que 300 à 400 millions de $ pour créer une entreprise de propriété et pour que la ville soit propre. Avec 400 millions de $, chers amis, vous achetez 200 camions. Vous mettez en place 20 centres de triage, recyclage du plastique, des usines de transformation. Vous créez 20 000 emplois. Vous faites de drainage de caniveaux, de véhicules de curage, un système d'égout, un centre de stockage. On peut nettoyer toute la ville avec 300 à 400 millions. Mais pourquoi personne ne le fait? Parce que tout sera détourné.
Parce que les DG sont incontrôlables. Ils sont placés par des parapluies ministériels. Ils ne sont pas contrôlés par l'administration interne. Ils sont plutôt contrôlés par des hommes forts, des hommes puissants de la RDC. Et donc, forcément, parce que les DG sont incontrôlables, parce que le ministre impose des marchés, parce que les banques financent les faux bons, vous avez compris maintenant, parce que les clans politiques veulent leur part. Bref, tout le monde a peur qu'une bonne idée devienne un gouffre. Pourquoi Kinshasa est inondé? Pourquoi? Voici la vérité simple. Il n'y a pas de plan d'urbanisme. Les maisons sont construites dans le lit des rivières. Les égouts n'existent plus. Avant, ils étaient fonctionnels. Aujourd'hui, ils sont bouchés, enterrés, détruits, inexistants. Les poubelles bougent tout. Quand tu n'as pas de système de collecte, les plastiques finissent dans les caniveaux. La ville s'est construite en désordre. Les routes ne sont pas pensées pour la pluie, pas de drainage, pas de canaux. Personne ne coordonne. Il n'y a pas d'entreprise spécialisée dans le drainage, les études d'eau, le génie hydraulique. Dans l'eau. Donc, l'eau cherche évidemment son chemin et va atterrir dans des maisons. Et les bouteilles et les embouteillages. Voilà pourquoi Kinshasa est paralysé. Trop de voitures, pas assez de routes, pas de plans de circulation, pas de parking, pas de feux intelligents, pas de routes alternatives, marché informel sur la chaussée, routes mal conçues sans égout, travaux sans coordination, corruption dans la police routière. Kinshasa a été construite pour 1 million d'habitants, d'autres disent 500 000. Aujourd'hui, nous en avons plus de 20 millions. Mais les infrastructures ne sont pas adaptées. Existe-t-il une mafia dans l'urbanisme? Puisqu'ici, il est question de dévoiler la mafia. Est-ce que dans l'urbanisme, il y a une mafia? Elle est encore pire que la mafia des subventions. La mafia de l'urbanisme est encore beaucoup plus supérieure que la mafia de subventions. Pourquoi? Parce que l'urbanisme touche les routes, les ponts, les immeubles, les parcelles, les permis de construire, les matériaux, les marchés publics, les taxes, les expropriations, les contrats d'infrastructure. C'est un domaine où il y a beaucoup d'argent et où personne ne contrôle. Kinshasa n'est pas sale parce que les Congolais sont sales. Kinshasa est sale parce qu'il n'existe plus d'État capable de ramasser le déchet. La ville est inondée parce que les égouts ont disparu. Les embouteillages sont permanents parce que la ville est passée de 1 million à 20 millions d'habitants sans plan d'urbanisme. Créer une entreprise nationale de propriété ne coûterait que 400 millions, mais elle serait immédiatement détournée. Voilà pourquoi personne n'ose la créer. L'effondrement urbain est la conséquence directe de la privatisation, la faillite de l'État et la mafia des subventions. Comment les dettes intérieures ont explosé? Chapitre 5. Le système des faux bons, les entreprises écrans et la mafia héritée de l'époque de Matata. Dans ces chapitres, nous allons parler de quelque chose que 95% des Congolais ignorent. 95, je ne mâche pas mes mots, je m'assume quand je dis ça. La plus grande dette du pays n'est pas extérieure. Ce n'est pas le FMI ou Banque mondiale. La vraie dette est intérieure, créée chez nous, par nous, contre nous.
Et cette dette intérieure est cachée parce qu'elle n'apparaît pas dans les rapports du FMI, elle n'apparaît pas dans les statistiques publiques, elle vient d'un réseau mafieux organisé. Elle profite à des centaines de politiques, de DG, des banquiers, des propriétaires d'entreprises, écrans, etc. Alors, les amis, c'est la dette la plus dangereuse. Nous allons expliquer maintenant. Son origine, vous avez un homme qu'on appelle Matata Mponyo, qui va inventer la machine à dette. Matata Mponyo, ce n'est pas n'importe qui, du temps du Kabila. C'est un technocrate, un homme qui avait tout le pouvoir. Après Kabila, c'était Matata Mponyo. Il avait le ministère du budget, ministère des finances. Lui-même, il avait 4 ou 5 ministères à sa gestion. Les amis, entre 2012 et 2016, quand Matata Mponyo devient Premier ministre, il veut moderniser, industrialiser, relancer l'économie. Bonne idée sur le papier, mais pour financer 100 jours, version Kabila, appelée la révolution de la modernité. Des routes, aménagements, subventions carburant, projets sociaux, paiement des fournisseurs, entreprises publiques en faillite. Il n'a pas d'argent pour faire tout ça. Le trésor public est vide. Alors, il crée une solution magique. Matata Mponyo. Utiliser les banques commerciales congolaises pour avancer l'argent à l'État. On ne passe pas par le FMI, mais on va utiliser ici les banques commerciales pour pouvoir soutenir les travaux. C'est le début de dette intérieure, ça commence là. Des gens qui ne connaissent pas vont mettre tout ça sur le dos de la personne qui est aujourd'hui président de la République. Comment fonctionne une dette intérieure? Tout simple, mais diabolique. Une entreprise privée a dit « Je fournis du carburant, du maïs, des travaux, des biens à l'État. Les ministres valident, le DG valide, les conseils valident. Même si rien n'a été livré, l'entreprise A reçoit un bon de commande, un faux bon. Elle va à la banque B. Voici les bons que j'ai reçus. Avance-moi l'argent. L'État vous remboursera plus tard. La banque paye. L'État doit rembourser la banque plus intérêt. Et le cycle recommence. C'est de la dette intérieure. C'est invisible, c'est rapide, c'est incontrôlé, c'est massif. Et c'est là qu'arrivent les entreprises écrans. Les entreprises écrans, c'est quoi? Des sociétés qui ne livrent rien, mais qui touchent beaucoup d'argent. Une entreprise écran est une entreprise, est une société sans bureau, sans emploi, sans employés, sans camion, sans stock, sans capacité réelle, montée par un politicien, montée par un DG, un général, juste pour recevoir l'argent de l'État, juste pour voler l'argent de l'État. Elles fournissent pas des carburants, pas des maïs, pas des ciments, pas des constructions, pas des services, mais elles touchent les paiements, partagent les commissions, alimentent les réseaux, créent de dettes intérieures. Ce système a explosé entre 2012 et 2016. Qui sont les complices? Les amis, nous avons en première position le ministre. Les ministres valident les dépenses. Sans signature de ministre, pas de dette. En deuxième position, ici, nous avons le DG. Donc, le DG est très important. Il certifie la livraison, ok, même quand rien n'a été livré. Le DG voit que rien n'a été livré, le DG certifie la livraison. En troisième position, les conseillers techniques. Ils montent les dossiers, ils choisissent les entreprises écrans. En quatrième position,
Les banques, elles acceptent les faux bons parce qu'elles savent que l'État va payer tôt ou tard. L'État sera obligé de se défaire de ça. Les entreprises écrans, elles perçoivent l'argent. Elles partagent avec les parrains politiques, les comptables publics. Ils traitent les dossiers, ils accélèrent le paiement. C'est une chaîne, bien évidemment, et chacun prend sa part. Alors, comment les subventions sont devenues un crime économique? La subvention, c'est l'argent que l'État donne pour l'essence, le maïs, la farine, le riz, le transport, les services publics. En théorie, c'est pour aider la population. Mais en réalité, sous le système Mata-Tamponio, la subvention est devenue la caisse noire du régime. Un exemple, subvention des carburants. Entreprise écran dit, j'ai importé 10 millions de litres, etc. Les DG valident, les ministres valident, la banque paye et l'État rembourse. Mais les 10 millions de litres n'ont jamais été livrés. Est-ce que ça existait avant 2001? Nous avons dit oui, ça existait, mais à moindre coût. Ça n'était pas aussi important qu'aujourd'hui. C'était vérifié. Là, ce n'est pas vérifié parce que tout est mis en place, justement, pour que personne ne voie, pour que personne ne contrôle, pour que rien ne soit visible, pas de transparence. Alors, pourquoi les DG sont impliqués? Tout simplement, cher ami, parce que les DG sont les responsables des entreprises publiques comme la SNEL, Régie des eaux, OVD, Office des routes, ONATRA, FONER. Vous avez la CEP Congo, GECAMINE, SONAS et IPI et d'autres entreprises. Ce sont des DG qui occupent toutes ces places-là. Ces entreprises sont les plus grandes consommatrices de biens et de services du pays. Ces entreprises en question achètent des carburants, achètent le ciment, des matériaux, des pièces de réchange. Ces entreprises achètent des travaux, des réparations, des véhicules, l'électricité, l'eau et même des prestations fictives. Et donc, le DG ont l'autorité légale de signer des commandes, signer des contrats, valider des factures, commander des produits, engager l'entreprise, certifier une livraison. C'est pour cela qu'ils deviennent les points d'entrée du système mafieux. À quel moment exactement le DG intervient dans la dette intérieure? Voici le film, étape par étape, pour qu'on puisse saisir la chose, qu'on comprenne très bien les fonctionnements. L'étape 1, une fourniture est décidée. Un exemple, 10 millions de litres de carburant pour Régie des eaux, 5 millions pour la SNEL, 12 millions pour des travaux de l'OVD et 4 millions pour l'Office des routes. Le DG signe une demande d'achat. Comme ce DG a les pouvoirs de signature, la banque considère ces demandes comme officielles. L'étape 2, l'entreprise fournisseuse apparaît, le DG donne le marché à une entreprise réelle ou une entreprise ici écran, souvent gérée par un ministre. Le ministre l'envoie, un conseiller, un député ou un proche du DG. Beaucoup de ces entreprises n'ont pas de stock, pas d'entrepôt, pas de machines, pas de camions, rien, mais elles obtiennent les contrats grâce évidemment au DG. Et donc, l'étape 3, le DG signe un bon d'engagement. Ce document dit l'entreprise X a livré du carburant, matériaux, travaux, l'État doit lui verser 5 millions, même si aucun carburant n'est entré, même si aucun travail n'a été effectué, même si la route est restée telle qu'elle, sans la signature du DG, les bons n'existaient pas. Donc le DG est le verrou principal du système.
est le verrou principal du système. L'étape 4, le fournisseur va à la banque. Il dit, voici le bon signé par le DG. L'État doit me payer, avancez-moi l'argent. La banque avance effectivement 2 millions. La banque avance 5 millions, 10 millions, parce qu'elle a la garantie que l'État finira toujours par payer. Je ne parviens pas à monter, je ne sais pas si les réseaux n'est pas bien. Alors, peut-être que le réseau n'est pas fonctionnel chez vous. En tout cas, chez moi, je crois que le réseau est correct. Sinon, d'autres personnes m'auraient fait la remarque. Les amis, l'État finit toujours par rembourser. L'étape 5, le DG touche sa commission. Dans la plupart des cas, le DG reçoit un pourcentage. Les ministres reçoivent un pourcentage. Les fournisseurs gardent une grosse part. La banque prend évidemment des intérêts. On parle ici de quoi? Ici, on parle de 10% pour le DG, 5% pour le ministre, 5% pour d'autres complices et 80% le total pour les fournisseurs, argent pur, sans marchandises, parce que l'argent sort, ce sont les devises qui sortent. L'entreprise ou le fournisseur va chercher l'argent à la banque, la mallette, c'est les dollars qui sortent de là. Et donc, pourquoi le ministre seul ne peut pas faire cela sans le DG? Parce que, légalement, le ministre ne peut pas signer une facture. Le ministre ne peut pas valider une livraison. Le ministre ne peut pas engager une entreprise publique. Même si un ministre veut voler, le ministre a besoin impérativement, obligatoirement, de la signature du DG comme couverture légale. Le DG est la clé du système. Le ministre est ici le parrain, la personne qui va couvrir le DG. Et pourquoi cette mafia a explosé sous Matata, Mponyo et Kabila? Parce qu'on a libéralisé l'importation des carburants entre 2012 et 2018. Beaucoup d'importateurs fictifs ont été créés. Beaucoup de DG complices de ça. Les banques ont commencé à accepter les bons comme garantie. Avant, ils ne l'acceptaient pas. Avant, ils ne l'acceptaient pas. OK? Et ici, la dette intérieure a explosé justement parce que vous devez payer les banques en question qui vous réclament l'argent. Vous devez le payer. L'État manquait d'argent et donc plus facile de créer de fausses factures que d'attendre la Banque mondiale qui doit vous demander des explications, etc. Et des DG plus ministres, c'est tout simplement le jackpot. Et donc, un exemple concret pour que tu comprennes parfaitement comment les choses évoluent, pour que tu comprennes le mécanisme. Cas inventé, mais basé sur des faits réels. Le DG de la SNEL signe un bon de 8 millions pour carburant. Le DG a signé. L'entreprise Écran n'a livré aucune goutte de carburant. La banque paye 5 millions immédiatement. Le DG reçoit 500 000 $. L'entreprise reçoit 4 millions. La banque va gagner en intérêt. L'État devra payer 8 millions dans 3 ans. Alors qu'en vérité, l'État paye pour rien. Rien n'a été livré. Le résultat, c'est quoi? C'est que l'entreprise n'a rien livré. La SNEL manque toujours de carburant parce que rien n'a été livré. C'est une entreprise Écran. L'État doit rembourser quelque chose dont le pays n'a pas profité. Les Congolais vont payer des factures d'électricité plus chères. Les agents de la SNEL restent impayés. Le pays est ruiné. Un résumé très clair. Le DG intervient au moment précis où il signe un faux contrat. Il certifie une fausse livraison. Il émet un bon que la banque utilise pour payer sans le DG par des dettes intérieures.
Les DG sont donc les exécutants techniques de la mafia. Comment les dettes intérieures ont détruit l'État congolais? Nous avançons calmement. Nous avons des fonctionnaires, des militaires, des hôpitaux, la gouvernance. Tout s'effondre. Pourquoi? Nous arrivons ici au cœur de la souffrance du peuple. Quand on comprend ça, on ne peut plus pardonner Matata Mponyo. Quand on comprend ça, Matata Mponyo doit être arrêté, exécuté, mis je ne sais pas dans quelle prison, jusqu'à ce que mort s'en suive. Quand on comprend ça, on comprend que tous les ministres du temps de Kabila doivent tous être arrêtés. Quand on comprend ça. Les amis, la dette, ce sont des chiffres. La dette intérieure, c'est nos écoliers, nos soldes, nos hôpitaux, nos routes, nos salaires, nos vies. La dette intérieure. Voici comment ces gens ont fait. Quand l'État se noie dans les dettes intérieures, il n'a plus d'argent pour les services essentiels. Chaque faux bon produit par un DG, chaque entreprise écran, chaque facture fictive, chaque subvention inventée enlève l'argent qui devait aller au peuple. En d'autres termes, ça donne les fonctionnaires restent impayés, les militaires sont sous-équipés, les policiers sont mal payés, les docteurs mal rémunérés, les professeurs appauvris, les écoles délabrées, les hôpitaux sont morts, les routes sont cassées, les entreprises publiques en faillite totale. Donc, une dette intérieure n'est pas une ligne comptable. Dans quel sens? C'est un hôpital qui ne fonctionne pas. C'est un militaire qui va sur le front sans nourriture. C'est un professeur qui dort sans salaire. Pourquoi les militaires sont mal payés et infiltrés? Il faut comprendre les conséquences de la dette intérieure. Ce que ça produit comme désastre. Ils sont mal payés et infiltrés parce que l'armée aussi subit les dettes intérieures. Le bon falsifié touche aussi à la logistique militaire, à la ration, les carburants, les uniformes, les munitions, les primes, les logements, les équipements également sont touchés. Tu veux comprendre l'infiltration, cher ami? Quand un général détourne les primes des soldats, un ennemi peut acheter un officier plus facilement. Quand un militaire est mal payé, un groupe armé peut lui offrir beaucoup plus que ça. Quand la logistique ne suit pas, l'armée perd du terrain. Donc, la dette intérieure touche directement ici la sécurité nationale, la production ou la protection des frontières, la capacité de défense, de défendre Goma, de défendre Bunagana et Rushiro. C'est une dette des sangs. Pourquoi les fonctionnaires n'étaient pas payés pendant des années? Parce que les banques se servaient en premier lieu. Quand l'État reçoit 100 millions des impôts, des taxes, etc., la fiscalité, etc., 70% vont directement pour rembourser les banques. Et 20 millions vont pour les subventions fictives. OK? Vous avez compris, les bons. Il reste 10 millions pour les ministres. Les ministres volent la moitié du restant. Résultat, c'est quoi? Les fonctionnaires sont le dernier servi. Les infirmières attendent 3 mois. Les enseignants deviennent pauvres. Les agents techniques abandonnent les postes et tous les systèmes publics meurent. Pourquoi les routes sont mal faites ou disparaissent? Parce que les entreprises gagnent les marchés grâce à la corruption. Elles utilisent des matériaux de mauvaise qualité.
elles quittent les chantiers avant paiement, après le paiement. Il n'y a pas de contrôle technique réel. Les ministres exigent leur commission avant travaux. Vous avez entendu Nicolas Kazadi, n'est-ce pas? Les ministres se partagent d'abord l'argent avant que les autres éléments se mettent en place. Les ingénieurs refusent d'arrêter les chantiers. Les DG valident des travaux jamais faits. Et donc, par voie des conséquences, les routes s'effondrent après 6 mois. Les ponts craquent, les ronds-points sont mal faits, les caniveaux ne sont pas construits. Résultat ici, l'État doit payer 2 fois. D'abord, la première fois pour construire, et puis la deuxième fois pour réparer. C'est la dette intérieure cachée dans les routes. Pourquoi les hôpitaux ne fonctionnent pas? Je pense que là, vous avez compris aussi. On commence à comprendre tout doucement. Parce que les fonds de santé sont détournés. Les équipements ne sont pas livrés. Les médicaments disparaissent dans la nature. Les hôpitaux régionaux ne reçoivent rien. Les bons fictifs créent des dettes. Les bâtiments ne sont pas entretenus. Nous voulons comprendre pourquoi une femme accouche encore par terre. Cher ami, parce que l'argent destiné à l'hôpital a été absorbé par une dette intérieure fictive. L'État doit d'abord payer les banques. L'État doit d'abord payer les banques. Pourquoi? Parce que les bons de commande, voilà, des bons attribués par des DG, ces bons utilisés pour prendre l'argent à la banque, la banque sait pertinemment que ces bons sont des faux. Mais la banque donne l'argent tout en se disant, je donne et après j'irai réclamer l'argent au Trésor public. Et le Trésor public est obligé de donner l'argent en question. Cher ami, pourquoi la gratuité de l'enseignement est difficile? La gratuité de l'enseignement est un bon projet, évidemment. Mais elle arrive dans un état vidé par le dette intérieure. L'État doit payer le salaire des enseignants, construire des écoles, des manuels scolaires, des bancs, des toilettes, des frais administratifs. Mais il ne peut pas parce que les fonds sont engloutis avant d'arriver au ministère de l'Éducation. Donc, au final, surcharge des classes, baisse de qualité, école improvisée, enseignants démotivés. Ce n'est pas la gratuité qui est mauvaise, c'est le système financier qui est pourri. Et Kinshasa, pourquoi la ville devient un enfer? Parce que Kinshasa est la victime parfaite de la dette intérieure. Les budgets municipaux sont minuscules, détournés, mal gérés, soumis à des réseaux mafieux, absorbés par les banques qui réclament l'air dû, mal contrôlés. Le résultat est catastrophique. Pas de drainage, pas de collecte de déchets, pas d'entretien, pas d'ingénierie et pas d'urbanisation, pas de vision. Et c'est le chaos. Le chaos devient la norme. On s'est habitué au système chaotique. Conséquences politiques. La population accuse toujours le président, jamais la mafia. C'est une conséquence. C'est l'effet psychologique majeur quand les routes sont cassées, les écoles sont vidées, les militaires sont mal payés, les hôpitaux sont en ruine. Forcément, les quartiers sont inondés, les poubelles débordent, les enseignants protestent. Qui la population accuse? On accuse le président. Pourquoi? Parce qu'elle ne voit pas le DG qui est invisible, la population ne voit pas les banquiers, les entreprises écrans, les ministres, les réseaux, les faux bons, les conseillers, les groupes de prédation. La population regarde le président. C'est la stratégie parfaite, bien évidemment.
les voleurs restent cachés, le président reçoit toute la colère, les coupables continuent à voler. C'est pour ça que changer de président ne suffit pas, il faut neutraliser le système. La dette intérieure est la machine qui détruit le Congo. Sans faire du bruit. Elle vole l'argent des militaires, l'argent des enseignants, des infirmières. Elle bloque les routes, les écoles, les hôpitaux. Elle finance les politiciens, les entreprises écrans et les banques. Et pendant que tout le monde accuse le président, les vrais voleurs restent cachés. C'est la dette intérieure qui rend un pays malade, qui déstructure la société, qui désarme l'armée et qui détruit la confiance ici du peuple. Où arrive l'argent de l'État? Quand l'État reçoit de l'argent, il arrive toujours à un seul endroit. Les trésors publics, les comptes du gouvernement à la Banque centrale du Congo. Ces comptes reçoivent effectivement l'argent de l'impôt, la redevance ou les redevances, les taxes, les dividendes de Gécamine, SNEL et d'autres entreprises, les prêts, les financements extérieurs, les recettes douanières. L'État reçoit tout ça directement au Trésor. Tout passe par les trésors. C'est les trésors qui doivent ensuite payer les salaires, le projet, le ministre, les dettes et les subventions. Alors, pourquoi nous disons que 70% ou 70 millions vont directement aux banques? La grosse partie de ce que l'État récolte part directement aux banques. Et ça appauvrit la société. Parce que dès que le Trésor reçoit 100 millions, par exemple, les banques commerciales viennent dire « l'État nous doit de l'argent à cause des bons que les DG ont attribués aux entreprises écrans. » Ces entreprises écrans sont parties prendre de l'argent à la banque. La banque, sachant que c'est un business, la banque récupère les bons et la banque veut les bons parce que la banque gagne avec les intérêts. Et donc, en d'autres termes ici, l'État nous doit de l'argent à cause des bons reçus, remboursez-nous. Elles ont des créances, des dettes que l'État doit payer. Elles présentent leurs factures au ministère des Finances et le ministère dit d'abord on paye les banques. Vous comprenez? On paye les banques, c'est automatique. Pourquoi? Parce qu'une dette bancaire bloque toute l'économie. Les banques menacent toujours de bloquer les comptes de l'État si on ne les rembourse pas. Les banques sont puissantes, elles sont protégées par la loi, bien évidemment. Donc, les trésors reçoivent 100 millions, après avoir récolté les taxes, les impôts, etc. Le ministère des Finances paye 70 millions pour rembourser les dettes intérieures. Des subventions fictives, des bons, des entreprises écrans, des intérêts. Cet argent sort immédiatement. Et les 20 millions qui restent pour les subventions fictives, voici une vérité. Il y a les anciennes dettes et il y a les nouvelles dettes qui se créent chaque mois. Les anciens, c'est 70 millions qui partent, dont les banques viennent réclamer au trésor, on le paye. Et puis, il y a des nouvelles dettes qui se créent tous les mois ici. Et donc, comme des subventions des carburants, nouvelles dettes, c'est quoi? Subventions des farines, subventions de riz, de maïs, subventions de transport, ravitaillement armé, fournisseurs fictifs, entreprises écrans, des bons de commande frauduleux, contrats gonflés, etc. etc. D'autres prêts se créent tous les mois. Et donc, ces nouvelles dettes coûtent environ 20% de ce que l'État reçoit. Donc, on les appelle des subventions fictives, des bons, des factures validées par corruption. L'État le paye parce que les ministres les valident, le DG le signe, la banque le réclame, les clans politiques les imposent. Donc, chaque mois,
les trésors remboursent le passé, le 70%, les trésors créent de nouvelles dettes de 20%. C'est le cercle interminable, donc une machine à tuer l'État. Vous avez vu, 70%, 20%, il reste 10%. Donc, 90% est déjà parti. Il reste 10% sur les 100 millions, donc 10 millions restants pour les ministères. Quand on dit il reste 10%, ça signifie que les trésors reçoivent 100 millions, 70 millions partent pour rembourser les dettes intérieures, 20 millions partent pour les nouvelles subventions de tous les mois, parce qu'il faut que la population se retrouve au niveau des marchés, que les maïs, le foufou, etc., que ça ne soit pas à des prix qui explosent. Donc, on subventionne ces choses-là. Il reste alors 10 millions dans le budget disponible. Ces 10 millions vont où? Vont aux ministères, aux provinces, aux institutions, fonctionnement, petits projets. Mais là encore, les ministres volent la moitié, les directeurs volent une partie, les projets sont mal réalisés. Donc, les 100 millions reçus, seulement 5 millions arrivent réellement au peuple. Et alors, par conséquence, vous n'avez pas l'armée, vous n'avez pas des gens qui sont payés, vous n'avez absolument rien. Parce qu'au final, l'État se retrouve avec des cacahuètes. L'argent de l'État arrive au trésor. Mais avant d'aller aux routes, avant d'aller aux écoles, aux hôpitaux, il va d'abord aux banques pour rembourser les dettes intérieures créées par des faux bons. Ensuite, il finance les nouvelles subventions fictives. Ce qui reste pour les ministères est minime. C'est pourquoi nos infrastructures ne bougent pas. L'État travaille pour rembourser une dette intérieure, mafieuse, pas pour développer le pays. Les amis, comment Félix Tshisekedi est en train de casser la mafia de la dette? C'est là que c'est intéressant. Vérifiable, palpable. Et donc ici, il est important parce que les Congolais voient les effets, mais ils ne comprennent pas la bataille interne que Félix mène depuis 2019. Et c'est là le moment de vous dévoiler cette bataille. Beaucoup pensent qu'il voyage, qu'il parle, qu'il n'agit pas. En réalité, les combats les plus violents que Félix mène, ce n'est pas seulement contre le 1-23, c'est contre la mafia financière interne que j'ai expliqué ici. Depuis déjà, ça fait déjà 1h30 que j'explique ça. Une mafia plus puissante que beaucoup de ministres, plus influente que beaucoup de partis, plus dangereuse que le Rwanda dans certains aspects. Nous détaillons ça tout de suite. D'abord, IGF, l'arme centrale de Félix Tshisekedi. C'est l'épée, c'est le bajoka, c'est les drones. IGF, inspecteur général des finances. Avant Félix, IGF était un bureau poussiéreux. 50 agents sans pouvoir. En 2020, Félix décide, je fais de l'IGF une arme anti-mafia. Il nomme Gilles Alinguetti, il triple les équipes, il renforce le pouvoir et il donne accès aux comptes bancaires publics, ce qui n'était pas le cas à l'époque. L'IGF alors devient le surveillant, le contrôleur, le gendarme financier, le détecteur de faux bons délivrés par des DG. Maintenant, vous savez c'est quoi? Les bloqueurs de paiements frauduleux par la banque. Et pour la première fois depuis 30 ans, les DG ont peur de faire des bons. Pour la première fois depuis 30 ans, les ministres tremblent. Les banques coopèrent, les entreprises écrans sont bloquées.
L'IGF a stoppé plus de 3 milliards en tentative de faux paiement. J'ai bien dit plus de 3 milliards en tentative de faux paiement. Les audits massifs, une première en RDC. Avant Félix, et ça a été dénoncé bien avant moi par ce monsieur Louara, il s'appelle comment encore son prénom? Fabrice Louara? Louara, comment Louara? Qui peut me rappeler son nom? Louara, Pierrot Louara. Ça a été dénoncé par Pierrot Louara. Ces jours-là, j'ai suivi ce monsieur. Il pleurait. Il s'est arrêté. Il a commencé à pleurer. Il a tellement que c'est imaginable. Il a commencé à pleurer, ce monsieur. Donc, avant Félix, jamais un président, Louara, n'a audité la GECAMIN. Jamais. Jamais la SNEL a été auditée. Jamais la Régie des eaux n'a été auditée. Le FONEUR, la CNSSCC, les universités publiques, les provinces, la présidence elle-même, jamais, avant Félix, toutes ces entreprises n'ont été auditées. Pour qu'une entreprise soit auditée du temps de Kabila, il faudrait que le DG constate une on appelle ça comment? Anomalie en interne, et le DG fait appel maintenant à l'IGF. C'était le chemin à suivre. La procédure, ce n'est pas toi, inspecteur de IGF, qui va diligenter une enquête surprise et venir surprendre le DG. Jamais. Tu te fais arrêter parce que au-dessus de ce DG, il y a un homme fort, il y a une puissance, il y a un ministre, il y a un sénateur, il y a le président, il y a le conseil du président. Et donc, à l'époque, jamais. Félix, évidemment, a cassé ça. A cassé. Et quand nous disons audit, tu dévoiles les voleurs, tu exposes les réseaux avec les audits, tu casses les clans financiers, tu mets en lumière la dette intérieure mafieuse. C'est pour ça qu'il est attaqué. Les blocages des faux bons. Le vrai combat que personne ne voit ici, avant Tshisekedi, les banques payaient n'importe quoi. Exemple, une entreprise écran présente un bon de 10 millions, la banque valide, l'État rembourse et personne ne vérifie. Félix impose, plus aucun bon ne passe sans le contrôle de IGF. C'est nouveau. C'est le changement de paradigme. Le changement de monde, jour et nuit. Résultat, c'est quoi? C'est que des centaines d'entreprises écrans sont mortes. Disparition. Des ministres ont perdu leur business. Les DG ont perdu leur mafia. Des banques refusent les faux bons. Ils font attention. Les dettes intérieures ralentissent. Ces combats se déroulent tous les jours. Mais les Congolais ne les voient pas forcément. Vous avez les arrestations, un signal jamais vu en RDC. Ah, Ndeko Myriam Kadima, comment vous allez? J'espère que vous avez madame. Sous Félix, les DG ont été arrêtés. Citez-moi un DG qui a été arrêté du temps de Kabila. Des gouverneurs sont tombés. Des ministres ont été jugés, évidemment. Des administrateurs publics sont emprisonnés. Des directeurs ont fui. Des réseaux ont été cassés. L'arrestation des Camérés, malgré que c'est symbolique politiquement parlant, a prouvé que personne n'est plus intouchable. L'affaire Matata Pogno a été exposée. Bukanga Lonzo,
250 millions avaient disparu, des dettes intérieures créées artificiellement, entreprises écrans liées à des conseillers. Félix a fait ce que Mobutu, Kabila père, Kabila fils n'ont jamais fait. N'ont jamais fait. Il a mis la corruption au centre du débat public. Il a mis la mafia sous pression, cher ami. Les réformes de la chaîne des dépenses. La chaîne des dépenses, c'est le processus qui fait sortir l'argent de l'État. Avant, ministre validé, DG signé, la banque payée, l'État remboursé, la mafia partageait l'argent. Avec Félix aujourd'hui, on impose une nouvelle règle. Aucune dépense sans justification. Aucune facture sans preuve. Aucun bon sans contrôle. Les conséquences sont très simples. Plusieurs ministères sont paralysés. Les clans politiques se révoltent. Les réseaux ne peuvent plus voler librement. Les dettes intérieures diminuent. Les projets deviennent plus contrôlés, les amis. C'est ce combat qui explique les tensions internes dans l'union sacrée, que beaucoup ne voient pas. C'est ce mécanique, ce nouveau leadership qui explique des crispations dans l'union sacrée parce que certains de barons n'ont plus accès au financement, n'ont plus d'argent. Les résultats visibles depuis 2020, grâce à ces réformes, ce que beaucoup ne voient pas, Félix a pu augmenter le salaire de militaires. Grâce à ces réformes, impossible de le faire avant car l'armée était une caisse noire, les primes disparaissaient, les bons étaient fictifs et aujourd'hui, meilleur salaire en augmentation, meilleure motivation, meilleur équipement et vous avez des recrutements massifs qui se fait. Augmenter le budget national. Le budget est passé de 4 milliards sous Kabila à plus de 16 milliards avec Tshisekedi. Les gens diront, mais c'est le comment est-ce qu'on appelle ça encore? C'est les codes miniers, etc., etc. Les amis, soyons sérieux. Pourquoi? Parce qu'on a stoppé la fuite de l'argent. La gratuité de l'enseignement, impossible à financer sans l'arrêt des faux bons, sans stopper les entreprises écrans, sans forcer les banques à respecter les normes. Vous avez la gratuité de la maternité, même chose. Vous avez des routes, des ponts, des infrastructures, de Goma à Kasumbalesa. Vous avez de Lualaba à Congo central. Vous avez de Mbandaka à Kinshasa. Les choses avancent parce que l'argent arrive à destination. Les détours mafieux sont tout simplement réduits. Les amis, Félix Tshisekedi n'a pas seulement combattu le M23, il a combattu la mafia financière qui détruisait la RDC depuis 20 ans. Une mafia plus dangereuse que les groupes armés, avec IGF, les audits, les blocages des faux bons, les arrestations. Il a attaqué la source de la pauvreté, la racine de la dette intérieure et le centre du système de prédation. Beaucoup de critiques parce qu'il a touché les intérêts de ceux qui vivaient dans la dette intérieure. Et donc ce combat n'est pas visible pour le peuple immédiatement, mais il est fondamental pour reconstruire l'État. La dette intérieure, les infiltrations militaires et la guerre à l'Est. Les liens que personne n'explique au peuple. Ce que personne n'explique au peuple ici, beaucoup de Congolais disent pourquoi notre armée ne gagne jamais, pourquoi Goma est tombé, pourquoi les Rwandais avancent, pourquoi les généraux trahissent. La réponse est simple,
Mais une réponse qui peut vous choquer, cher ami, parce que la dette intérieure et la mafia financière ont détruit l'armée congolaise. Je te montre comment. La première vérité, une armée ne peut pas ou ne peut pas être forte dans un état financièrement malade. Quand les routes sont détruites, l'argent est détourné, les hôpitaux militaires ne fonctionnent pas, le salaire n'arrive pas, la logistique ne suit pas, les équipements manquent, les primes disparaissent, les carburants volés, les munitions sont vendues, les généraux s'enrichissent, les bons fictifs explosent. L'armée devient faible, les frontières deviennent exposées, l'ennemi avance sans résistance. Le problème n'est pas seulement militaire, le problème est économique et financier. Deuxième vérité, la dette intérieure a détruit la chaîne logistique militaire. Explication claire. Quand l'État reçoit 100 millions d'impôts, des taxes, etc., 70 millions est remboursé aux banques. Automatique parce qu'avec les banques, on ne blague pas. Il faut leur donner leur argent. 20 millions part au niveau des subventions et des bons fictifs. Parce qu'il faut soutenir l'économie ou, on appelle ça comment? Soutenir la population pour que cette population ne se retrouve pas dans des difficultés énormes pour acheter du pain, acheter de l'huile, etc. Donc, on soutient, on subventionne. 20% part parce que la population mange tous les jours. 10 millions restants part au niveau des fonctionnements des ministères. 70 sur 100 millions, 70 banques, 20 millions subventions, il reste 10 millions. Et l'armée dans tout ça alors? Les 10 millions, elle est financée dans les 10 millions restants, autrement dit, rien. En d'autres termes, ration alimentaire réduite, puisque le 10 millions doit subvenir aux besoins de l'État tout entier. Il n'y a pas que l'armée. Ration alimentaire réduite, munitions non livrées, carburant coupé, les véhicules non réparés, les uniformes non distribués, les primes non payées, équipements obsolètes. Une armée qui n'a pas de logistique ne gagne pas une guerre. Troisième vérité. La dette intérieure a créé des généraux milliardaires et des soldats misérables. Pourquoi? Dans le système de faux bons, certains généraux valident les factures inventées, signent les colis fictifs, certifient les livraisons inexistantes, rien n'est arrivé mais les certifient, donnent les marchés aux entreprises écrans, reçoivent 5% à 10% ou 15% des commissions. Pendant ces temps-là, un soldat gagne 80 $. Ce soldat va marcher 30 km à pied, n'a pas de bottes, pas de gilet, pas de nourriture, pas de munitions. Nous comprenons que la guerre a été perdue dans Kinshasa d'abord, pas à Goma. L'infiltration commence dans le ministère, pas au front. Parce que si vous n'avez pas si vous n'accompagnez pas correctement vos militaires dans la logistique, vous tuez l'armée. Et la quatrième vérité, certains généraux ont trahi parce qu'ils étaient achetés, sous-payés ou frustrés tout simplement. Quand tu as des généraux milliardaires, des officiers infiltrés, des commandants mal payés, des soldats abandonnés, des troupes non équipées, des unités démoralisées, les Rwandais les voient immédiatement. Et les Rwandais, qu'est-ce que le Rwanda fait immédiatement? Il a acheté des positions, il a soudoyé des officiers, il a profité du chaos logistique, il a utilisé l'argent du coltan et de l'or pour corrompre, il a planté les réseaux dans la chaîne des commandements. On ne gagne pas une guerre quand l'ennemi paye mieux que l'État. Donc, cinquième vérité, c'est seulement en 2020 et 2025 que l'armée reçoit enfin des moyens réels.
Grâce aux réformes financières que je viens de décliner ici, de Tshisekedi, il y a augmentation des soldes, les militaires touchent mieux, la misère extrême recule, l'équipement en hausse, puisqu'il y a beaucoup d'argent maintenant qui rentre, des hélicoptères, des drones, des unités spéciales, armement moderne. Pourquoi on capte plus d'argent, du recrutement massif, des milliers de nouvelles recrues, assainissement des généraux infiltrés, plus de 200 officiers sanctionnés, déplacés ou arrêtés. Jamais une telle chose n'a été faite depuis 30 ans. Création d'un commandement unifié anti-1-23 et fin progressif des bons fictifs militaires. Grâce ici à IGF, la logistique est restructurée avec de vrais commandants et des audits réguliers. Les amis, Félix Tshisekedi se retrouve face à un double front. Front numéro 1, l'ennemi extérieur qui est le Rwanda, les M23, bien équipé, bien financé, soutenu par des puissances disciplinées, et front numéro 2, l'ennemi intérieur qu'il faut abattre, beaucoup plus dangereux, des généraux infiltrés, des officiers corrompus, des anciens réseaux kabylistes, banques complices, des entreprises écrans, de DG voleurs, de directeurs généraux, j'entends bien par là, des politiciens qui vivent de la guerre, des clans qui bloquent la réforme militaire. Et malgré cela, il réussit à remettre l'armée debout petit à petit avec l'aide ici des Américains. Le résultat est qu'aujourd'hui, le Rwanda ne peut plus gagner la guerre comme avant parce que l'armée paye mieux ses hommes. La logistique commence à être contrôlée. L'IGF bloque les détournements. Les généraux traîtres sont identifiés et sont arrêtés. Les partenaires internationaux changent de position. La diplomatie congolaise est plus agressive. Les États-Unis soutiennent la traçabilité. L'Union européenne veut le cobalt. Israël veut la cybersécurité. Les pays arabes veulent le terre agricole. L'armée se modernise. Les Congolais sont plus unis. Et donc, les rapports des forces ont changé. Chers amis, la guerre du Congo n'a jamais été seulement militaire, elle a été financière. C'est la dette intérieure, la mafia des bons, les entreprises écrans qui ont détruit la logistique de l'armée, qui ont affaibli et affamé les soldats, qui ont enrichi les généraux et qui ont permis à l'ennemi d'avancer. Depuis 2019, Tshisekedi a lancé un combat interne, nettoyer l'armée, arrêter les généraux voleurs, bloquer les faux bons, réformer la chaîne des dépenses, moderniser la logistique. La guerre change parce que l'État s'est reconstruit tout simplement. Et un État qui s'est reconstruit, cher ami, c'est un rapport des forces qui change. Alors, je pense bien que nous sommes arrivés ici à la fin de notre course, pour ne pas trop rester longtemps, parce que ma voix, j'en ai besoin. Je travaille aussi avec ma voix. En dehors de mes lives, je travaille, donc ma voix est importante. Je dois faire attention, être prudent avec ma voix. Alors, demain, nous allons parler, puisqu'il faut que je m'arrête là, nous allons parler, je vous donne le chapitre pour demain, les grands basculements internationaux. Pourquoi les mondes commencent à soutenir la RDC contre Kigali et contre les réseaux internes. Et donc, d'autres chapitres verront le jour demain. Je vous les donne, comme ça vous avez une idée assez objective de ce que nous allons parler. Lobby. Alors, la réaction internationale, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, Israël et le Golfe, le Rwanda face à la fin d'un modèle économique, pourquoi le M23 ne peut plus rester longtemps, comment la RDC devient
la clé de la transition énergétique, le rôle du Qatar, Doha dans la médiation et un résumé spécial pour terminer et clore le chapitre. Les amis, merci beaucoup d'avoir été là. Je pense que je ne vous ai pas fait trop mal, que ce n'est pas trop difficile à manger. Il y a certaines choses dont nous découvrons par la suite des choses. Et je pense qu'il est bon, comme tout le pays du monde, comme tous les Français, tous les Camerounais, vous avez tous les Belges ici pratiquement, connaissent l'histoire, les fonctionnements et comment ça se passe, les mécaniques, etc. Et nous, les Congolais, on doit aussi connaître ces choses-là. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain pour d'autres analyses. Bye bye. Ciao. Sihlangene siqhawe izwe lethu liyakhanya emazulwini emhlabeni imifula iyakula izintaba ziyathula sihlangene sihlangene thina zonke siyinhliziyo ye-Afrika sihlangene sihlangene thina zonke siyinhliziyo ye-Afrika imvula iyakhuma umoya uyaphefumula izandla zami zihlala ziqinile ngoba lapha ekhaya uthando alupheli kumnandi ukuhlala lapho izimpande zigcwele phakamisa izwi lakho kusho izinsika zomhlaba hamba phambili ngekholo sihlangene